Un simple tir de missile peut-il précipiter toute l'Europe vers l'enfer? Cette question, qui semblait relever de la fiction il y a quelques années encore, résonne aujourd'hui avec une urgence inédite depuis l'explosion qui a fendu le ciel de Kaliningrad. Un avion militaire russe, transportant plusieurs dizaines de passagers, a été abattu sans avertissement, provoquant un choc immédiat et un chaos grandissant dans la région. Ce n'est pas la première fois que l'Europe fait face à une crise militaire d'ampleur. Mais jamais la menace d'une guerre totale n'a semblé aussi proche, ni aussi imprévisible. Les rapports initiaux sont formels, la roquette meurtrière a été lancée depuis le territoire estonien, un membre de l'OTAN. Immédiatement, la frontière entre incidents isolés et déclarations de guerre s'efface. L'histoire européenne regorge de moments où une étincelle a suffi pour embraser tout un continent. En 1914, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand a déclenché la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, un missile pourrait jouer le même rôle funeste, précipitant l'Europe dans une spirale de violence inédite. La Russie réplique dans l'heure, visant de multiples sites militaires baltes avec une violence méthodique. Les frappes rappellent la doctrine russe de riposte immédiate, déjà observée lors de crises antérieures, comme en Géorgie en 2008. Les infrastructures stratégiques et bases alliées se retrouvent sous le feu, attisant la peur d'une spirale incontrôlable. Les populations locales, réveillées par les sirènes d'alerte, se souviennent des récits de la guerre froide, où chaque incident pouvait dégénérer en apocalypse nucléaire. Jamais l'ombre de l'article 5 du traité de l'OTAN n'a paru aussi lourde. Cet article, qui fonde la défense collective, est la pierre angulaire de l'Alliance. Une attaque contre un Est, une attaque contre tous. Si l'article 5 était invoqué, tous les membres de l'Alliance seraient liés par l'obligation de défendre l'Estonie. Le spectre d'une confrontation armée entre la Russie et l'OTAN n'est plus une fiction, mais une éventualité palpable, avec, au bout de la chaîne, le risque ultime d'une escalade nucléaire. Cette possibilité, qui hantait déjà les esprits lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, revient hanter l'Europe. Ce n'est plus une simple crise diplomatique. Désormais, la sécurité de millions de familles, l'équilibre économique du continent et la réputation des grandes puissances sont suspendus à chaque décision prise dans l'urgence. Les entreprises ferment, les marchés s'effondrent, les populations fuient les zones de tension. Ce qui était hier inimaginable devient aujourd'hui le scénario que redoutent tous les Européens. Pour saisir comment cet avion abattu a pu déclencher une telle réaction en cascade, il faut décortiquer, étape par étape, la chronologie précise de ce jour où tout a basculé. Comme lors de l'incident de Gleiwitz en 1939, qui servit de prétexte à l'invasion de la Pologne, chaque minute compte. Chaque geste est analysé rétroactivement pour comprendre l'engrenage fatal. Retour sur les minutes qui ont précédé l'attaque. Chaque détail compte pour comprendre l'engrenage. Tout commence par un vol de routine qui vire soudain au cauchemar. Il y a quelques heures, rien ne distinguait ce vol des centaines d'autres assurant la logistique entre Moscou et Kaliningrad. Comment le banal s'est-il mué en cauchemar diplomatique? Un vol militaire russe, prévu comme tant d'autres, s'est transformé en drame mondial, menaçant de rompre le fragile équilibre de l'Europe de l'Est. Ce n'est pas la première fois que l'aviation militaire est au cœur d'un incident international. On se souvient du vol KAL 007, abattu en 1983 par la chasse soviétique, ou du MH17 touché au-dessus de l'Ukraine en 2014. Au départ, rien d'inhabituel. Un avion de transport, chargé de matériel, de soldats et de civils, quitte la région de Moscou à destination de Kaliningrad. Cette enclave russe, coincée entre la Pologne et la Lituanie, survit grâce à ses liens aériens et maritimes. À bord, chaque passager, chaque caisse, incarne la précarité de la présence russe dans cette poche encerclée par l'Alliance Atlantique. L'appareil respecte à la lettre son couloir aérien, transmet ses signaux d'identification, suit son plan de vol. Les radars civils et militaires surveillent la trajectoire. Aucune anomalie, aucun écart, aucune intrusion. Cette rigueur est le fruit d'années de tensions entre l'OTAN et la Russie, où chaque vol est scruté, chaque déviation signalée et rapportée instantanément. Mais à l'approche de Kaliningrad, alors que l'avion entame sa descente, le drame frappe.
Une salve surgit de l'Estonie. Un missile solaire, manifestement issu d'un arsenal occidental, percute l'avion de plein fouet. À cette altitude, à quelques instants de l'atterrissage, l'équipage n'a aucune chance. L'appareil explose en vol, s'écrase sur le sol russe. Aucun survivant parmi les dizaines de militaires, civils et membres d'équipage. Les images du crash rappellent celles du vol MH17, dont les débris avaient jonché les plaines ukrainiennes, bouleversant l'opinion mondiale. Moscou réagit aussitôt. Preuves techniques, trajectoire radar, analyse balistique, enregistrement radio. Tout converge vers une seule conclusion. Le tir est parti de l'Estonie. Il s'agit d'une frappe délibérée. Pas d'erreur, pas d'incursion russe dans l'espace balte. Pour le Kremlin, l'acte ne souffre aucune ambiguïté. Une attaque préméditée et non une simple provocation. Cette détermination rappelle la fermeté affichée par la Russie lors des incidents de la mer Noire, où chaque incursion occidentale est suivie d'une réponse ferme. La cible n'est pas choisie au hasard. Kaliningrad incarne la vulnérabilité russe face à l'encerclement occidental. Affaiblir ses voies d'approvisionnement, c'est fragiliser toute la région. Ignorer cet avertissement, c'est ouvrir la porte à d'autres incidents, à une escalade incontrôlable capable d'embraser toute l'Europe. On se souvient qu'en 1961, le blocus de Berlin avait déjà mis en lumière la fragilité des enclaves russes encerclées. Mais pourquoi l'Estonie, si petite face à la Russie, aurait-elle pris le risque d'un affrontement direct avec une puissance nucléaire? Pour comprendre ce geste, il faut remonter aux tensions accumulées depuis des années sur la frontière orientale de l'Alliance. Ce qui semble impensable n'est peut-être que le résultat d'une longue série de provocations et de peurs croisées. Les incursions aériennes, les cyberattaques, les exercices militaires massifs ont entretenu un climat de méfiance permanent. Folie soudaine, stratégie assumée ou manipulation extérieure? Depuis la destruction d'un avion militaire russe au-dessus de Kaliningrad, l'Europe de l'Est s'interroge avec angoisse. Pour percer ce mystère, il faut explorer 3 hypothèses. Celle d'un officier isolé et impulsif, celle d'un calcul froid du gouvernement estonien, ou celle d'un ordre venu de très haut, Bruxelles, voire Washington, par l'intermédiaire de l'OTAN. Chacune de ces hypothèses a des précédents. En 1983, l'abattage du KAL 007 fut d'abord attribué à une erreur, avant de révéler une chaîne de commandement complexe et des tensions politiques explosives. Pourtant, tout indique une action préméditée. Les systèmes solaires modernes, tels que le NASAMS, exigent une chaîne de commandement rigoureuse en Estonie. Chaque tir requiert plusieurs validations, du radar jusqu'à l'autorisation finale. L'idée d'une défaillance technique ou d'une simple erreur humaine tient donc difficilement la route. On se souvient du cas du vol Iran Air 655, abattu en 1988 par l'USS Vincennes, où une suite d'erreurs humaines et techniques avait mené à la catastrophe. Ici, la sophistication du système rend le scénario d'un tir accidentel improbable. Pourquoi alors une si petite nation, forte de quelques milliers de soldats, aurait-elle défié une puissance nucléaire? L'assurance donnée par l'article 5 de l'OTAN pèse lourd dans la balance. Sous le parapluie atlantique, certains décideurs ont cru à une immunité totale, même en cas d'acte provocateur. Cette croyance a été alimentée par des années de soutien occidental aux pays baltes, qui se sont sentis protégés, parfois jusqu'à l'excès. Mais cette conviction s'est effondrée. La riposte russe a été rapide et violente. Frappes coordonnées sur les bases militaires, radars, systèmes de défense aérienne et infrastructures vitales, touchant non seulement l'Estonie, mais aussi la Lettonie et la Lituanie. Les dégâts sont considérables. Bases éventrées, réseaux de communication coupés, systèmes occidentaux neutralisés. Les pertes humaines, bien que difficiles à quantifier, s'élèvent à plusieurs dizaines, tant chez les soldats estoniens que chez les alliés présents sur place. Ce scénario rappelle la guerre des 5 jours en Géorgie, où la foudre russe s'était abattue sur les infrastructures stratégiques du pays. Pour l'Estonie, le choc est total. Le pays se réveille avec une partie de ses infrastructures militaires réduites à néant, des centaines de millions d'euros d'investissements anéantis et la brutale confirmation de sa propre vulnérabilité. La crise ébranle le gouvernement, tandis que la région tout entière est gagnée par la stupeur.
le mythe de l'invincibilité otanienne vient de s'effondrer. Les images des files d'attente devant les stations-service, des familles se réfugiant dans les abris, rappellent les premiers jours de la guerre en Ukraine. Au-delà des pertes matérielles, c'est la stabilité de l'Europe orientale qui vacille dangereusement. En testant les limites du rapport de force, l'Estonie découvre le prix vertigineux de la provocation. Vies perdues, destruction d'infrastructures essentielles et la menace tangible d'une occupation russe en cas d'escalade majeure. Les dirigeants baltes, confrontés à la réalité d'une possible invasion, consultent en urgence leurs alliés et préparent des plans d'évacuation pour les populations civiles. Mais comment la crise est-elle vécue à Tallinn, au cœur du pouvoir estonien? La tension monte, tandis que dirigeants et citoyens réalisent l'ampleur du choc. Les réseaux sociaux s'enflamment, les rumeurs prolifèrent, la peur gagne les rues. Les familles se préparent à d'éventuelles pannes d'électricité, à des coupures d'eau ou à des cyberattaques massives sur les banques et les hôpitaux. La solidarité atlantique vacille, la peur d'une guerre nucléaire hante chaque décision. Jamais l'OTAN n'a paru aussi divisée face à une crise aussi explosive. Un missile venu d'Estonie abat un avion russe au-dessus de Kaliningrad. Soudain, le spectre d'une confrontation totale secoue toute l'Europe de l'Est. Les scènes de chaos rappellent les heures sombres de la crise de Suez en 1956, quand les Alliés s'étaient retrouvés déchirés face à l'intervention soviétique. Dès l'aube, les dirigeants de l'OTAN se réunissent d'urgence à Bruxelles. L'article 5, la défense collective, est sur toutes les lèvres. Mais derrière les portes closes, la cacophonie domine. Certains alliés réclament l'action, d'autres freinent, tétanisés par la peur de l'escalade. Les ambassadeurs multiplient les réunions secrètes, cherchant à éviter une division publique qui affaiblirait la crédibilité de l'Alliance. La France, l'Allemagne et l'Italie, poids lourds de l'Alliance, redoutent plus que tout une dérive nucléaire. Le risque d'un affrontement direct avec Moscou les pousse à la prudence. Elles insistent pour éviter tout geste irréversible, quitte à laisser Tallinn et Riga dans l'incertitude et l'inquiétude. On retrouve ici la même hésitation qu'en 1962, lorsque la France de De Gaulle refusa de s'aligner aveuglément sur les États-Unis lors de la crise de Cuba. À l'opposé, les pays baltes et la Pologne se sentent menacés dans leur chair. Pour eux, l'inaction équivaut à perdre toute crédibilité face à Moscou. Mais ils savent aussi qu'une riposte militaire pourrait signifier la destruction de leur territoire, sacrifié en première ligne d'un conflit majeur. Les souvenirs de l'insurrection de Varsovie ou des invasions soviétiques hantent les mémoires. Washington, lui, prône la retenue. Les États-Unis privilégient sanctions massives et démonstrations de force symbolique, renforts aériens, déploiement de troupes, discours fermes. Mais ils refusent de s'engager dans une spirale qui forcerait une intervention militaire directe contre la Russie. Cette attitude rappelle la gestion prudente de la crise ukrainienne en 2014, où l'escalade militaire directe avait été soigneusement évitée. Cet incident fissure le sentiment de protection chez les plus petits membres de l'OTAN. L'assurance d'un bouclier occidental indéfectible vacille. Pour l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie, le doute s'immisce. Jusqu'où les Alliés iront-ils vraiment pour les défendre? Les débats internes font rage. Faut-il renforcer la défense ou négocier un compromis humiliant? Plus grave encore, la dissuasion, pilier invisible de la sécurité européenne, révèle ses faiblesses. La Russie a frappé brutalement, convaincue que l'OTAN n'osera pas franchir le seuil ultime. Chacun teste les limites de l'autre, au risque de commettre l'irréparable. Les stratèges occidentaux se rappellent que pendant la guerre froide, la crédibilité d'une alliance se mesurait à sa capacité à tenir ses promesses, même face à l'inconcevable. Jamais le risque d'un faux pas politique n'a semblé aussi dangereux. Une erreur, et c'est la guerre généralisée, ou pire, la perte durable de crédibilité pour l'OTAN. Dans les deux cas, la sécurité du continent tout entier bascule. Les populations se demandent désormais si leurs dirigeants sont à la hauteur du défi, capables de résister à la pression sans déclencher l'apocalypse. À présent, chaque camp scrute les réactions adverses, tentant d'éviter l'escalade sans perdre la face. Mais jusqu'où l'Europe peut-elle aller pour préserver une unité déjà fissurée? Est-elle prête à vivre à l'ombre d'une guerre totale? Les scénarios de crise se multiplient, cyberattaques sur les réseaux électriques,
sabotage des pipelines, rumeurs de mobilisation militaire massive. Mais alors que la tension atteint son paroxysme, une question obsède toutes les chancelleries. Qui fera le premier pas et à quel prix? L'espoir d'une désescalade existe-t-il encore, ou la marche vers l'inconnu est-elle déjà engagée? Les diplomates multiplient les canaux de communication, rappelant les lignes rouges que personne n'ose franchir, tout en cherchant des issues de secours. Après un choc d'une telle ampleur, la région baltique entre dans une ère d'incertitude. L'abattage d'un avion russe par un missile lancé depuis l'Estonie a pulvérisé les repères de sécurité collective, installant un climat de méfiance et d'alerte permanente. Les équilibres, hier encore solides, semblent aujourd'hui précaires, prêts à basculer au moindre faux pas. Les populations civiles vivent dans la peur, stockant vivres et médicaments, redoutant une nouvelle salve de missiles. Pour Moscou, l'incident révèle une faille insupportable dans la défense de Kaliningrad, cet avant-poste isolé, encerclé par des membres de l'Alliance Atlantique. La Russie va sans doute réagir sans délai. Modernisation des défenses, déploiement de nouveaux systèmes anti-aériens et, selon plusieurs analystes, possible instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Baltique. Le message est sans ambiguïté. Toute intrusion sera désormais perçue comme un acte hostile, faisant planer le spectre d'une confrontation directe. Cette stratégie rappelle celle utilisée par les États-Unis lors de la guerre du Golfe, où l'instauration d'une no-fly zone avait modifié l'équilibre régional. Dans cette nouvelle donne, la doctrine militaire russe se durcit. Les frappes préventives contre les systèmes baltes, jadis impensables, sont étudiées ouvertement. Cette posture vise à dissuader toute menace, mais elle rapproche dangereusement la ligne entre défense et agression. Les chancelleries européennes s'inquiètent. L'équilibre de la dissuasion vacille, le risque d'une escalade incontrôlée devient palpable. Les experts rappellent que lors de la crise des euromissiles dans les années 80, le moindre malentendu aurait pu être fatal. Pour l'Estonie et ses voisins baltes, l'incident a valeur de test. Malgré leur appartenance à l'OTAN, leur vulnérabilité saute aux yeux. Dépendance aux réseaux énergétiques, infrastructures numériques fragiles, exposition à des représailles hybrides ou militaires. La menace d'un isolement, voire d'un effondrement rapide des systèmes vitaux, n'est plus une simple hypothèse. Les gouvernements accélèrent la mise en place de plans de secours, renforcent la cybersécurité, organisent des exercices de défense civile. L'Europe se retrouve face à un choix impossible. Intensifier la riposte, au risque d'un conflit généralisé, ou miser sur une désescalade diplomatique dont le succès paraît incertain. Chaque jour, les marges de manœuvre se réduisent, la confiance entre alliés s'effrite et l'opinion publique redoute une spirale fatale. L'Union européenne et l'Alliance doivent prouver qu'elles peuvent garantir la sécurité sans basculer dans la guerre totale. Les exemples du passé, comme la gestion de la crise des Sudètes en 1938, montrent que les compromis hasardeux peuvent mener au pire, car l'enjeu dépasse la Baltique. Une erreur de calcul, un geste mal interprété, et c'est l'engrenage. Rupture logistique, chaos localisé, pertes humaines, peut-être même une guerre sur le continent européen, dans des proportions que nul n'ose envisager. L'incident de Kaliningrad est un signal d'alarme. Chaque décision, désormais, pèse double. Les médias internationaux relaient en continu les images de la crise, alimentant la peur et l'incertitude. L'Europe vacille sous la pression de l'incertitude. Mais dans l'ombre, certains acteurs voient déjà une opportunité à saisir. Pour des puissances émergentes, la division européenne pourrait offrir une chance de déstabiliser un adversaire ou de renforcer leur position géostratégique. Les marchés noirs prospèrent, profitant du chaos pour écouler armes et technologies sensibles. Un missile lancé, un avion abattu. Soudain, toute une région se retrouve en équilibre précaire, retenue par un fil invisible. Les écoles ferment, les hôpitaux se préparent à un afflux massif de blessés, les ambassades étrangères évacuent leur personnel non essentiel. Les habitants de Vilnius, Riga et Tallinn échangent des conseils de survie sur Internet, tandis que les routes menant à la campagne sont embouteillées par ceux qui fuirent les villes. L'abattage d'un avion militaire russe par un missile venu d'Estonie dépasse le simple incident. Il révèle les brèches béantes de la sécurité collective européenne,
là où la solidarité promise vacille sous la pression de la peur et de l'orgueil national. En une nuit, familles endeuillées, populations sous le choc et États humiliés doivent arbitrer. Faut-il répondre ou retenir le bras? Les débats publics s'enflamment entre partisans d'une riposte immédiate et défenseurs d'une paix fragile. Ce drame montre où mène la spirale de la provocation et du soupçon. La riposte russe n'a pas seulement ciblé des bases militaires, elle a tracé une frontière mentale, une ligne rouge que nul n'osait franchir. Désormais, la paix régionale dépend de la capacité de chaque camp à privilégier la lucidité sur la vengeance, à rompre le cercle de la méfiance avant qu'il ne soit trop tard. Les leaders européens, rappelant les leçons de l'histoire, appellent au dialogue et à la retenue. Nous sommes à l'instant critique. La stabilité du continent ne tient plus qu'à un fil, entre l'appel à la justice et le risque d'un embrasement général. Si une seule provocation suffit à déclencher une réaction en chaîne incontrôlable, alors chaque minute, dans l'ombre des conseils de crise, le sort de la paix européenne se joue. Les diplomates multiplient les initiatives, envoi d'émissaires spéciaux, ouverture de canaux de négociation secrets, proposition de conférences internationales sur la sécurité régionale. Devant cette réalité, une question demeure. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour défendre alliances, intérêts ou symboles? Où s'arrête la légitime défense quand toute riposte peut devenir l'étincelle de l'irréversible? Cette interrogation n'est pas nouvelle. Elle a hanté les débats de la Société des Nations dans l'entre-deux-guerres et revient aujourd'hui avec une acuité brûlante. L'incident de Kaliningrad n'est pas qu'un avertissement, c'est une alarme hurlante. La véritable puissance réside-t-elle dans la force brute ou dans la capacité à désamorcer les tensions avant le point de non-retour? À l'heure où le continent retient son souffle, choisir entre l'orgueil et la raison n'a jamais été aussi vital. Les peuples européens, ébranlés mais résolus, espèrent que la sagesse l'emportera. La paix ne se gagne pas par la peur, mais par la lucidité, la coopération et le respect du droit international. Seules des initiatives courageuses, alliant fermeté et ouverture, permettront à l'Europe de sortir de l'impasse. Rappelons-nous, chaque crise porte en elle la possibilité du pire, mais aussi l'opportunité d'inventer un avenir meilleur.